sanitaire a révélé aussi de l'évolution des relations entre la science et la société, parce que la science a été au cœur du débat public et du débat politique. Oui, alors je commencerai par dire tout d'abord que je ne parlerai pas de la science avec un grand S, mais plutôt des sciences. On a entendu parler beaucoup de sciences médicales, on a beaucoup entendu parler d'épidémiologie, de statistiques, mais au fond, par exemple, la physique et les physiciens ont vécu leur vie sans jamais sortir des recherches qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas dans la rue, ils n'étaient pas sur la scène, ils ne parlaient pas, et on continuait à travailler à la fois sur l'infiniment petit au CERN et sur l'infiniment grand avec les résultats de tout ce qui sort des télescopes et aussi de tout ce qui sort des satellites. Donc en fait, on a vu une certaine science. Alors bien sûr, on peut parler de la science en général, mais chaque science vise un peu de manière... On parle beaucoup d'interdisciplinarité, mais au fond, pour parler d'interdisciplinarité, il faut des disciplines. Donc, en fait, les disciplines vivent leur vie. Il faut que l'ensemble des disciplines progressent. On a besoin les unes des autres, mais là, chacune vivait sa vie. Et on a vu sortir sur le devant de la scène essentiellement les questions, je dirais même plus, rapport médical. Alors, en plus, même dans cette discipline-là, on a vu apparaître, avec la saga des masques, les confinements, pas les confinements, etc., arriver des discussions qui n'avaient rien de scientifique. Porter un masque ou ne pas porter un masque, ça n'a strictement rien à voir avec l'ARN messager. En fait, donc, on a mélangé deux choses. On a mélangé le sanitaire et la science. Voilà, le sanitaire et la science. Et ce qu'il fallait dire au départ, tout au début, nous voilà, on est en face d'un virus dont on n'a ni médicaments, ni antivirus, ni vaccin. Eh bien donc, on va prendre une position qui est une position que prenaient nos anciens, c'est-à-dire on va essayer d'éviter la contagion. Et auquel cas, il fallait mettre tout en place pour éviter la contagion. Et pendant ce temps-là, alors, on savait d'ailleurs que c'était par le vaccin qu'on s'en sortirait, et les scientifiques qui ont travaillé sur le vaccin sont vraiment travaillés dans leur laboratoire et on ne les a pas non plus entendus. Donc en fait, on a eu une déformation de la vision de la science par la société. Ce qu'il faut savoir par exemple sur l'ARN messager, ce qui est très intéressant, c'est que l'ARN messager, c'est quelque chose... Les premiers articles là-dessus, qui ont été faits par François Gros et François Jacob en 1961. Donc, on s'est trouvé avec de la science qui se faisait en 1961. Et cet ARN messager, il était, au fond, extraordinairement instable. On ne pouvait pas en faire grand-chose tellement il était instable. On savait ce qu'il voulait. On a petit à petit compris son rôle, mais il était très instable. Et ce qui a été révélateur là ces derniers temps et qui a fait qu'on a eu le vaccin, c'est qu'on a réussi à le stabiliser avec des nanoparticules lipidiques. Donc en fait, ça a été une très très grosse poussée qui a été poussée très violemment par cette pandémie qui a vraiment fait que les scientifiques se sont mis à s'acharner sur ce sujet. Donc en fait, on a mélangé deux choses. On a mélangé le sanitaire et au fond, il fallait expliquer aux gens qu'il fallait attendre le vaccin. Et pour attendre le vaccin, ben, on n'avait plus qu'à se protéger. On se protégeait comme on se protégeait de la grande peste ou bien de toutes les pandémies, des épidémies qui ont eu qui avaient lieu autrefois, avec des dispositifs qui n'étaient pas mieux que de mettre un masque et de se confiner chez soi. Mais est-ce que finalement, qu'il n'a quand même pas un peu perturbé parfois la compréhension d'un certain nombre de segments de l'opinion, c'est le fait que cette crise, qui est une crise quand même qui est majeure sur le plan sanitaire, au sens où quand même elle parcourt l'entièreté de la planète, a été d'abord aussi une crise qui s'est jouée sous le feu des médias. Si, elle s'est jouée sous le feu des médias, et ça vient du fait qu'on est aujourd'hui dans un monde en rupture de pensée
avec l'informatique et le numérique. Le numérique, c'est une vraie rupture de pensée. On a eu une rupture de pensée avec les Grecs quand ils ont commencé à faire de la philosophie et des mathématiques et qui ont pensé que la nature était explicable. On en a eu une grosse rupture avec Galilée quand il a dit qu'on pouvait mettre ça en chiffres. Et maintenant, on a le numérique avec la réalité virtuelle, avec des tas d'objets dont on n'avait pas conscience, et on a une nouvelle façon de penser. Donc, c'est sûr que ça nous a, en plus, comme le résultat sur la société a été qu'on est passé d'une société plutôt compacte, avec des ensembles fermés, qui discutaient entre eux, qui avaient des relations de communication, bien évidemment, mais qui étaient, je dirais, localement fermés, à une société en réseau. Et on est en réseau partout. Et dans les réseaux, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Et donc, ça donne ce cafouillage un peu généralisé, parce que tout le monde veut s'exprimer, parce que certains avis sont pris à la place d'autres avis, parce qu'on ne prend pas, surtout pas le temps de penser. On n'a pas le temps de penser quand on est en réseau. Oui, mais la réalité aussi, c'est qu'il y avait une pression de l'opinion publique, tout à fait d'ailleurs naturelle, que l'on peut comprendre sur le pouvoir politique, hein, puisqu'il y a eu quand même des mesures qui ont été prises, qui sont des mesures qui mettent en suspens la société. Donc à partir de là, il y a aussi une impatience de la société. Ah oui, d'avoir des résultats. Je dirais que c'était plus une relation entre entre le citoyen et le politique, plutôt qu'entre le scientifique et le politique, et d'ailleurs ça a toujours beaucoup de mal à marcher ensemble, et le scientifique et le citoyen. Et il fallait arrêter cette pandémie, parce qu'on n'avait pas assez de place dans les hôpitaux, parce que il fallait essayer de limiter les dégâts de la pandémie, limiter le nombre de morts, et ça, c'est tout à l'honneur des politiques de faire ça, mais on n'avait pas les moyens scientifiques pour le faire. Maintenant, on les a, on a le vaccin. Oui, et puis le temps de la science est beaucoup plus long que le temps. Et là, l'action, ça a été extraordinairement rapide, hein, parce qu'en un an, réussir à passer le dernier verrou, alors qu'on travaille dessus depuis 60 ans, c'est chapeau pour les scientifiques. Hein. Alors justement, revenons peut-être à la question du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un processus d'accélération de l'avancée des connaissances scientifiques, d'accélération de l'avancée de la technologie? Aussi, est-ce que ce processus d'accélération ne contribue pas? On a beaucoup parlé de défiance, hein, notamment il y a eu des polémiques sur les vaccins au début, alors maintenant on a vu que l'opinion publique est dans un processus de plus grande acceptation qu'elle ne l'était même il y a 3-4 mois. Mais est-ce que cette accélération finalement de la connaissance scientifique, des avancées scientifiques, des avancées technologiques, est-ce qu'elle ne contribue pas, parce qu'elle va très vite justement, à créer un sentiment de défiance? Si, et je dirais même que c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, prenons un exemple que tout le monde connaît et qui est enfin bref, il y avait des avantages absolument extraordinaires. Et on est parti dans une utilisation des plastiques de manière inconsidérée. Parce que ça avait été découvert par la science, c'était extrêmement intéressant, ça avait des tas de qualités, on en a oublié les défauts. Et au fond, on ne fait peut-être pas assez attention aux qualités et aux défauts, aux problèmes, aux côtés positifs et côtés négatifs des objets que l'on construit. Et maintenant, on se retrouve avec un problème de plastique qui devient quand même une pollution assez incroyable. Donc, voilà, on est allé trop, on en a trop fait. Alors maintenant, on voudrait revenir en arrière complètement, ce qui serait ridicule, mais il faut retrouver un équilibre. Et il faut surtout retrouver un équilibre dans le recyclage, parce qu'il n'y a guère que ça dans l'avenir. Il va falloir penser beaucoup plus au recyclage qu'on ne le pense actuellement. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, il faut penser au recyclage. Là, par exemple, on est en train de faire avec les éoliennes les bêtises qu'on a fait avec les plastiques. On construit des éoliennes en veux-tu, en voilà, on ne pense absolument pas au recyclage des éoliennes. Alors, mais justement, parce que vous avez dirigé quand même
le plus grand organisme de recherche en Europe, hein, le CNRS, donc à deux périodes en plus, 97, 2000 et 2010, donc à deux reprises. Est-ce que donc vous voyez les évolutions, est-ce que vous ne considérez pas quand même que ce qui a changé peut-être par rapport aux années 60, plus aux années 50, c'est qu'aujourd'hui, les débats scientifiques, les questions scientifiques et les questions technologiques se sont peut-être plus politisées, en tout cas donnent lieu à des débats politiques auxquels elles ne donnaient pas forcément lieu il y a 50 ans, 60 ans. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la science, il y a 50 ans, elle restait dans les laboratoires et il y avait des débats entre les scientifiques eux-mêmes jusqu'au moment où elle était quand même à peu près stabilisée. Et là, on l'utilisait et les politiques s'en servaient. Aujourd'hui, on est plus dans un débat... mais ça, je pense que vous l'avez dit un jour dans vos discours, dans vos interviews, que la science se faisait devant la société. Et c'est vrai, j'y ai repensé, après je me suis dit c'est juste. C'est-à-dire qu'en fait, on montre à la société le fait que la science, comment se déroule la science, avec ses doutes, avec ses incertitudes, avec ses questions, son constant questionnement, ses avancées, ses reculs. Ah, c'est Victor Hugo, cette phrase est absolument extraordinaire. La science rassurera elle-même. C'est magnifique. Il a écrit ça dans William Shakespeare et c'est extraordinaire. C'est vraiment tout à fait ça. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Parce que c'est la construction de la connaissance qui est comme ça. Mais maintenant, les gens se posent des questions parce que au départ, les politiques essentiellement demandaient aux scientifiques blanc ou noir. Est-ce que cette réponse, donnez-moi la réponse à telle question. Et quand on connaît la réponse, on peut la lui donner. Mais si on est obligé de la travailler, ben, on est dans le doute, donc on ne va pas la lui donner. Et donc, ça pose un problème de temps, de temporalité, en fait. Oui, mais alors, et puis alors, en plus, en France, on a la malchance d'avoir aucun politique qui comprend. Enfin, ce sont des incultes scientifiques. C'est pas possible. Bon, regardez, on va dans en Allemagne, au Royaume-Uni, oui, mais attendez, la France est quand même le seul pays. Plus acculturé à la science. Beaucoup plus. La France est le seul pays, je dirais, dans le top 10 des pays où la science est de très haut niveau, où le conseiller du président de la République est quelqu'un qui n'est pas scientifique, puisque c'est un juriste. Oui. Donc, au demeurant, une personne tout à fait remarquable. Enfin, c'est quand même étonnant. Vous l'expliquez comment? Je l'explique parce que justement, dans les grandes écoles, et en particulier dans l'ENA, où j'ai fait une fois un séminaire, d'ailleurs, je me rends compte que le niveau scientifique des gens de ces grandes écoles est absolument... c'est triste de voir à quel niveau ils sont. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne connaissent rien de la démarche scientifique. Je ne parle même pas de la science, je parle juste de la démarche scientifique. Une hypothèse, est-ce que ce n'est pas lié finalement à la façon dont peut-être la recherche française s'est structurée en France, c'est-à-dire qu'elle s'est structurée de manière très autonome par rapport aux politiques et elle a toujours revendiqué peut-être plus qu'ailleurs son indépendance par rapport aux politiques, ce qui est vraisemblablement moins vrai dans d'autres pays. Ça, c'est vrai, et de plus, on a eu des avantages et des inconvénients avec notre système de grandes écoles, qui est remarquable dans certaines données, mais trop spécialisé. Et donc, vous formez des gens, alors que nos universités ne sont pas du tout adaptées à ça. Alors vous formez des gens dans les systèmes des grandes écoles qui sont soit des écoles de commerce, soit des écoles comme Sciences Po, soit des écoles l'ENA, soit d'administration, ou bien des écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas vraiment d'interface entre ces écoles. Et au fond, ça donne une éducation en silo. Alors ensuite, comme les politiques sont pris dans une certaine classe d'école, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Alors, revenons-en peut-être à la question des En fait, il nous manque des humanistes. C'est-à-dire qu'il faudrait que la formation soit plus généraliste. Oui, il faudrait... C'est ce qui manque aujourd'hui. Oui, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, ça manque du côté des scientifiques, mais ça manque aussi du côté des... Oui, ça manque des deux côtés. On a des scientifiques qui sont complètement
s'en font et qui ne connaissent absolument rien en dehors de leur discipline. Oui, mais est-ce que ce n'est pas lié finalement à un mouvement qui a été d'ailleurs largement décrit dès le début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus dans la spécialisation, l'hyper-spécialisation, que c'est la loi de la division du travail, oui, comme disait Durkheim, et qui amène à chacun à rester dans son silo. Oui, c'est parfaitement vrai, c'est tout à fait vrai, mais c'est vrai mondialement. Or, nous, on est quand même la caricature de la caricature. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a plus de passerelles? Ah oui, dans les universités américaines. Ah oui, beaucoup plus. Dans les universités américaines, plus qu'en France. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, on a beaucoup plus que dans notre système éducatif français. Mais bon, c'est ainsi, et je crois que c'est pas grave, il faut simplement pallier à ça, il faut absolument mettre un niveau scientifique au niveau du lycée, à tous les niveaux, et après même, quand on choisit, quand on prend une spécialité, on se doit d'apprendre quand même le b.a.-ba de la science. Bon, alors revenons un peu sur la question justement des progrès en termes de technologie et de science. Vous dites souvent qu'il faut distinguer, dans vos livres, qu'il faut distinguer la science et la technologie. C'est-à-dire que très souvent, finalement, il y a une confusion qui se fait entre la science et la technologie, comme si d'ailleurs la technologie sortait elle-même de la science. Oui, alors là, c'est sûr que les gens voient la technologie. La science, ils ne la voient pratiquement plus. Autrefois, on voyait la science, on avait des expériences de science au Palais de la Découverte, avec les cheveux qui se dressent sur la tête et des choses comme ça. Aujourd'hui, on ne voit plus la science parce qu'elle est faite, elle est dans l'ordinateur, elle est dans la caméra, elle est partout, elle est dans la voiture. Vous voulez changer quelque chose dans une pièce dans votre voiture, vous êtes quasiment obligé, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus la bricoler vous-même, vous ne pouvez plus rien bricoler vous-même. Donc, toute la science est complètement cachée, parce qu'on est dans la science du très petit, et donc elle est cachée, on ne la voit pas. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est la technologie. Alors, on voit la technologie qui vient d'un certain côté de la science. Or, il y a de la technologie qui est de la technologie pour elle-même. On a besoin, par exemple, nous en science, d'avoir de la technologie pour faire nos expériences. Donc, les deux sont imbriqués, mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas dire science et technologie. Il y a de la science, il y a de la technologie, et il y a de la science et de la technologie. Mais est-ce que le problème, c'est que parfois... la société voit beaucoup plus la technologie que la science. L'un des motifs de défiance, peut-être, c'est que le fait que la technologie va parfois plus vite que la science. La technologie va plus vite que la science des concepts. Mais pas que de la science du progrès scientifique, non. Non, je pense que... Oui, ça dépend des cas. En fait, c'est variable. C'est en fonction des cas. Parfois, on n'a pas toujours pris conscience des conséquences de ce qu'on est en train de fabriquer. Oui, mais c'est justement que là se pose, c'est là que se pose le problème. Exactement. C'est là que la défiance s'installe. C'est là que la défiance s'installe. Sur les effets indirects des progrès technologiques. Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Alors, il y a un autre problème qui apparaît, qu'on n'a pas encore vu, parce que ce n'est pas encore passé, je dirais, dans le domaine public, mais qui a une question très importante des scientifiques eux-mêmes. C'est la science ouverte? Ou la science ouverte, oui, ça n'a pas trop de sens, mais parce que la science, quand elle est comprise, elle est ouverte. Mais c'est surtout le fait que on a d'excellents laboratoires en France, mais on a toute une masse, je dirais, de scientifiques bureaucrates. Et j'avais un confrère d'ailleurs qui me disait c'est la théorie des trois chapeaux. On prend dans un chapeau une question, on prend un truc de l'autre, on prend un truc du troisième, on mélange et on fait un article. Et c'est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez qu'aujourd'hui, on a un article qui tombe là, sur votre ordinateur, toutes les 10 secondes. Un article scientifique. C'est une augmentation par rapport à il y a 30 ans. C'est une augmentation phénoménale, une croissance exponentielle, mais énorme. Est-ce qu'il y a des disciplines qui sont plus touchées que d'autres?
par cette Ah oui, oui, productivité? oui. Les sciences du vivant sont beaucoup plus touchées que le reste. Le reste, parce que parfois, quand vous avez une manip à faire au CERN, vous avez d'ailleurs une kyrielle d'auteurs, et ça, c'est sûr que ça prend du temps parce qu'il faut la construire. Mais dans les manips, je dirais, de la paillasse de laboratoire, c'est devenu démentiel, avec, je dirais, la moitié ou les trois quarts que vous pouvez jeter à la poubelle sans les voir. Mais sauf qu'il n'y a plus de tri. Alors, comment expliquer cette course à la publication aujourd'hui? Ça nous est venu de Chine, qui ont fait les H-numbers, etc., qui ont voulu quantifier les publications. Et il y a des paramètres je dirais, quantitatifs, la quantité de publications que vous faites, mais les paramètres qualitatifs, c'est toujours extrêmement difficile. Quelle est la publication qui va avoir un impact important? On le saura que dans 10 ans. Donc, ça nous pose un problème. Donc, on a une recherche à deux vitesses. On a d'abord des tas d'autres recherches, parce qu'on a la recherche participative, la recherche dans son garage, la recherche, tout ce que vous voulez. Mais on a la recherche en laboratoire à deux vitesses. Une vitesse, je dirais, deux catégories, quoi. Et c'est d'ailleurs, ça reflète d'ailleurs notre courbe d'élèves en primaire et même au lycée. C'est-à-dire qu'on a une catégorie de brillants et puis après une grande catégorie de gens qui sont moyens. Et là, on nous dit, hein, vous perdez des places tout le temps. Oui, parce que justement, on a une courbe hétérogène. Mais ça se retrouve encore en recherche. C'est-à-dire qu'on a des excellents laboratoires et puis, comme je disais, il y a des chercheurs technocrates et puis qui sont englués dans la technocratie et dans la bureaucratie. Le poids de la bureaucratie est plus fort en France que dans d'autres pays dans le domaine de la recherche? Non, c'est une question mondiale, c'est assez mondial. Mais en France, c'est quand même particulièrement fort. C'est lié à la structuration même de l'organisation de la recherche, ce problème? Non, non, c'est pas l'organisation de la recherche, c'est le fait que vous empilez les couches les unes au-dessus des autres. Regardez, un autre exemple qui n'a rien à voir avec la recherche, les régions en France. Avant, on avait des départements, puis des petites régions, puis etc. Maintenant, des grosses régions. Mais on n'a rien cassé de en dessous. Oui, on a empilé, et donc à chaque fois, on nous a raconté que ça allait faire des économies gigantesques d'avoir ces grosses régions. Total, ça nous coûte encore plus d'argent. Enfin, la recherche subit le même processus d'empilement administratif que l'on connaît, que l'on parle du millefeuille territorial. Voilà, exactement. Exactement. Et il y a un millefeuille de l'organisation de la recherche. Voilà. Alors, il y a quelques laboratoires qui sont capables de vivre indépendamment de ça. Moi, je prends par exemple le laboratoire de Jean-Marie Laine à Strasbourg, qui a un truc absolument extraordinaire, avec une structure complètement indépendante. Prix Nobel de chimie. Oui, prix Nobel. Il y a 4 prix Nobel à Strasbourg. C'est quand même un endroit où la science est forte. Et donc, vous avez ils ont construit cet ensemble tout à fait remarquable qui vit parfaitement correctement. Vous en avez d'autres. Hein. Vous avez par exemple évidemment l'École normale à Paris qui vit aussi très bien sa vie indépendamment du reste. Enfin, il y a des endroits en France et dans toutes les régions. Hein. C'est pas pour ça j'ai pris l'exemple de Strasbourg parce que il y en a dans des tas de régions. Il y en a dans la région Rhône-Alpes, etc. Vous avez des très bons labos. Vous avez le Synchrotron-Soleil. Vous avez et puis de l'autre côté, vous avez une énorme masse de technocrates. Alors justement, venons-en peut-être à la place de la recherche en France et surtout la place de la recherche française en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, quels sont les domaines où on peut considérer que la France tient encore son rang, voire est leader, ceux où nous pourrions un peu devancer, voire nous aurions décroché, et quelle est, de manière générale, plus largement, cette place de la recherche française en Europe et dans le monde? Bon, je dirais que la recherche française, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'excellents laboratoires et d'excellents îlots dans pas mal de disciplines. On a perdu en chimie
parce qu'on n'avait plus l'industrie derrière qui nous aidait quand même beaucoup, parce qu'il faut quand même penser que plus de 55% de la recherche est faite dans l'industrie. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer sur la recherche publique. Donc, quand vous perdez tout le pan de la recherche privée, c'est très lourd à porter. Et donc, la chimie, malheureusement, a perdu pas mal. Donc, on a perdu en chimie. On est bon en mathématiques, on est bon en physique. En informatique, on a des bons laboratoires, on a des gens assez remarquables qui sont d'ailleurs happés très souvent à l'étranger. Mais je dirais que le niveau scientifique est à peu près correct, mais après, il nous manque un gros maillon en France, qui d'ailleurs, parce que l'ensemble du tissu recherche et technologie et industrie n'est pas complet. Et c'est comme ça qu'on n'a pas eu de vaccin, qu'on a perdu qu'on n'a pas fait nos histoires enfin, le président de Moderna, il est français, mais ça fait 10 ans qu'il est parti de France parce qu'on ne lui donnait pas les moyens de faire ce qu'il voulait. Pourquoi? Pour la raison suivante. On a fait un très gros effort en France sur les startups. Et on a maintenant d'excellentes petites startups qui marchent très bien. Mais on n'a absolument pas ensuite, alors ces startups, quand elles sont bonnes, évidemment, des grosses entreprises étrangères, essentiellement étrangères, parfois françaises, mais en général, parce qu'elles sont étrangères, viennent et les achètent. Et leur font une guerre sans nom pour pouvoir les acheter. On a comme ça perdu des choses vraiment extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a insuffisamment protégé notre tissu. On n'a pas protégé notre tissu, on n'est pas capable. Alors, les Américains sont champions dans l'histoire, complètement champions dans l'histoire, parce qu'ils mettent des procès en veux-tu, en voilà, pour des bricolages, pour des petits trucs, pour des machins, pour des choses comme ça. Et nos startups ne tiennent pas là. Et donc, elles se font manger, elles se font racheter, et après, c'est terminé, elles ne sont plus là. Donc, il nous manque ce maillon-là. Et c'est ce qui s'est passé exactement pour les vaccins. Donc, il nous manque le soutien des petites entreprises, des startups qui ont émergé, qui sont bonnes et qui ne. Là, par exemple, en ce moment, on a une startup qui est Greener Waves sur les murs intelligents pour les réseaux 5G, 6G de demain. Eh bien, si on ne fait pas attention, ils vont se faire racheter par les Chinois. C'est clair. Ce sont déjà des offres mirifiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez quand vous avez des procès sur les bras, que vous ne tenez plus la route, que vous n'arrivez plus à faire ça? C'est-à-dire qu'on les soutient, si je vous suis bien, on les soutient dans le démarrage, mais on ne les soutient pas ensuite dans le développement. Voilà, on les soutient dans le démarrage, elles marchent pendant 2-3 ans, et puis dès qu'elles commencent à devenir un peu plus grosses, dès qu'elles commencent à devenir intéressantes, dès qu'elles ont, je ne sais pas moi, 10, 20, 30 salariés, plouf! Et c'est ça qui nous manque. Et le ministère maintenant du budget et de l'industrie, ils commencent à être vraiment conscients de ce problème. Et ce problème est un problème énorme. Deuxièmement, avec notre façon de travailler en Europe, par exemple, on a beaucoup de difficultés à soutenir les industries françaises. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font, par exemple, sur les constellations de satellites? Eh bien, le gouvernement américain achète aux entreprises américaines. Évidemment, ils les soutiennent pas officiellement, mais en leur faisant des contrats, ils les soutiennent. Nous, on n'a absolument pas ça. On a la libre concurrence poussée à l'extrême. Et là, donc on a un trou dans le tissu économique, scientifique et économique, et ce trou fait que c'est difficile d'avoir la continuité de l'ensemble. Et donc, ça retentit sur la recherche de base. Alors, il y a un autre sujet dont on parle peu, mais qui préoccupe aussi beaucoup, je le sais, les dirigeants de la recherche, les dirigeants d'organismes, c'est finalement le recrutement des chercheurs. D'abord, faire en sorte que l'on puisse conserver les chercheurs en France. Premier point, il y a un sujet. Et deuxième point, il y a un autre sujet aussi en termes de ressources humaines, c'est celui de pouvoir créer les conditions en cours de vocation scientifique.
sais très bien que là aussi, il y a un sujet aujourd'hui qui se Alors pose oui, le tissu de recherche en France. oui, alors c'est mondial ça, mais quand même partout. Les jeunes n'ont plus la passion d'apprendre et de comprendre. Ils sont beaucoup plus attirés par le commerce, les finances, les élèves qui sortent des grandes écoles, qui sont brillants et ils préfèrent autre chose que de partir dans la recherche. Alors pourquoi? Sans doute parce que euh, peut-être que la reconnaissance du chercheur n'est plus comme celle qu'elle était autrefois. Autrefois, il y avait la statue du savant, maintenant c'est devenu le, le fonctionnaire dans son labo, ce qui n'est pas très malin parce que ce n'est pas vraiment ça le métier de chercheur. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les sondages montrent quand même, les sondages montrent que quand on regarde le capital confiance que l'opinion prête à différentes catégories professionnelles, que les chercheurs restent quand même très haut dans la perception d'opinion. Oui, ben, heureusement. Mais ils l'ont montré, là, ils l'ont montré. Le succès du vaccin est quand même quelque chose de mondial. La population mondiale se rend bien compte que s'il n'y avait pas eu des chercheurs dans leur laboratoire qui avaient fait ces progrès sur ce vaccin, on serait tous en train d'attendre que la pandémie passe et on ne sait pas comment elle serait passée parce que, étant donné que la population mondiale ne fait que croître, les pandémies vont être de plus en plus virulentes. Donc c'est sûr que la population va un espoir dans le chercheur et il ne faut pas les décevoir et c'est normal. Mais quand même, on se trouve dans un espèce de malaise vis-à-vis du métier de chercheur. Et sur la possibilité de faire en sorte, on parle beaucoup de fuite des cerveaux, hein. Bon, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est seulement une vision purement médiatique? Est-ce que aujourd'hui on est en mesure en France d'être suffisamment attractif pour que nos très bons chercheurs ne partent pas dans les universités américaines ou d'Asie? Parfois ils ont des conditions de travail qui sont nettement supérieures à celles que peut leur offrir la recherche française. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'il faut la nuancer, cette réalité-là? Non, il faut quand même la nuancer. Les scientifiques, de toute façon, ne sont pas attachés fondamentalement, ils sont pas fondamentalement attachés à leur pays. Ils sont attachés à leur pays parce que c'est leur pays. C'est comme tout citoyen ou comme toute personne. Quand on a des attaches quelque part, on reste là où on a ses attaches. C'est normal. C'est là où on a fait son trou. C'est là où on vit. Donc, mais au niveau des chercheurs, évidemment, comme de tout temps, on a été international. Depuis Galilée, on est de toute façon, depuis que la recherche est un des premiers secteurs à avoir été très mondialisés. Donc, oui, donc qu'il y ait des mouvements, ça me paraît normal. Après, quand il y a des trop gros flux d'un côté ou de l'autre, ça devient embêtant. Pour l'instant, on a quand même des flux qui sont qui partent, oui, qui sont plutôt vers l'extérieur, mais on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur en France. Les organismes de recherche, pour français, je pense à l'OCNRS ou l'INSERM, oui, pas mal de chercheurs à l'étranger. Oui, on recrute, et des bons, c'est pas des mauvais chercheurs. Alors, qu'est-ce que viennent chercher justement ces chercheurs étrangers en France? Alors, justement, dans un monde en réseau, comme le monde de la recherche, qui est un monde en réseau, ce qui est important, c'est pas de pouvoir tout faire partout, c'est d'être au nœud d'un réseau. Et donc, quand en France, on est capable d'avoir des nœuds de réseau forts, alors les chercheurs viennent. J'espère, et ça commence à donner ses résultats, le pôle Paris-Saclay est vraiment un pôle attractif. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure sur Strasbourg, Strasbourg est un pôle attractif. Les chercheurs viennent du monde entier pour travailler dans ces labos. Donc, vous avez des pôles d'attraction. Ce qu'il faut voir, c'est combien on a de pôles d'attraction en France. Et est-ce que c'est... Vous estimez à combien à peu près vous envoyez Je ne sais pas.
difficile de dire. Oui, une petite dizaine. Où vraiment c'est attractif. Attractif pour des gens d'excellent niveau. Les conditions de cette attractivité, c'est quoi concrètement? C'est d'y rencontrer le. C'est l'environnement intellectuel, ouais, c'est l'environnement. C'est les infrastructures technologiques. Ça peut être des infrastructures technologiques, oui, parce que c'est ce qui se passe autour des grands instruments, par exemple, ça c'est clair, hein, c'est absolument clair. Ce qui se passe autour du synchrotron, ce qui se passe autour des grands instruments, c'est évident que c'est comme ça. Donc, les infrastructures technologiques, ça compte beaucoup, mais aussi le fait d'avoir un cadre de réflexion, les discussions en aparté, les problèmes qu'on se pose sur un truc, et puis on pose la question qu'on se pose, on pose au voisin, on lui demande tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, parce qu'on boit un café ensemble, parce que si, parce que ça. Il y a tout un écosystème extrêmement important pour la recherche. Et ça, la recherche a toujours fonctionné comme ça. Donc, par exemple, au temps des Bell Labs aux États-Unis, c'était un lieu mythique pour un certain style de recherche. Et c'est pareil, là, ça a baissé, ça a décru, il y en a d'autres qui émergent ailleurs. Toute l'histoire, c'est d'en garder, pas nécessairement toujours au même endroit, mais d'en garder en France, sur le territoire français. Si on perd nos nœuds de réseau, si je puis dire, alors là, on peut dire qu'on n'est plus dans la course. Tant qu'on en garde, c'est pas dramatique. Alors, j'ai rappelé... Sauf que je trouve qu'on a quand même une catégorie on a une bureaucratie et une catégorie de chercheurs qui sont vraiment pour faire des trucs qui sont inutiles. Alors, quand on a commencé, j'ai rappelé votre parcours. Et donc, vous avez aujourd'hui une mission en tant qu'ambassadeur autour de la science et de la technologie. Donc, et l'innovation, c'est pour ça que je m'intéresse aussi et l'innovation. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie scientifique? Ah D'abord, il ne suffit pas de rajouter scientifique à diplomatie pour faire de la diplomatie scientifique. Ça, je m'en doute. Non, mais tout le monde ne le sait pas. Ouais. Je rappelle quand même les bases de la chose. Donc, la diplomatie scientifique, c'est un peu les pays aujourd'hui qui ne peuvent plus se passer de la composante scientifique au niveau diplomatique. Ils intègrent toujours la notion scientifique dans la diplomatie. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez que les pays qui mettent plus de 2 à 3% de leur PIB dans la science, ce sont eux qui mènent la danse. Ça, c'est clair. Donc il faut que la puissance publique investisse. Absolument. Le gouvernement investit, tout le monde investit dans la recherche. C'est clair. Donc, ce point-là. Alors, la diplomatie scientifique a, je dirais, plusieurs rôles. Un rôle qui est un rôle de garder le contact, quoi qu'il arrive, même quand les pays sont en difficulté politique. On se doit, on garde notre réseau indépendant des aléas politiques, qui nous permet de rebondir beaucoup quand les choses vont mieux. Par exemple, je vais prendre un exemple historique, peut-être, mais au moment de la guerre froide, les communautés scientifiques ont conservé les liens avec les scientifiques. Voilà, on est en train d'ailleurs d'écrire avec les Allemands et les Russes un document sur la guerre froide, la science pendant la guerre froide, avec nos académies des pays respectifs. C'est extraordinairement intéressant. On a gardé des liens avec les pays d'Amérique latine quand ils étaient dans leur période noire politique. On a gardé des liens, et ça, c'est indispensable. C'est franchement indispensable. L'autre point qui est indispensable aussi dans la diplomatie. Mais cette diplomatie, c'est les scientifiques qui la font, de fait. Oui, c'est les scientifiques qui la font, mais ensuite, il faut discuter avec les diplomates qui ne sont pas des politiques.
Il faut discuter avec les diplomates qui permettent de rebondir très rapidement quand ils ont besoin de renouer des liens. Ça, c'est point. Par exemple, il est juste que la France, par exemple, ce qu'elle fait dans la francophonie est très important. Parce que la science se discute, se pense dans une langue. Alors, en général, c'est votre langue maternelle, mais vous pensez dans une langue, et c'est très important d'avoir une langue structurée pour penser la science. Par exemple, les deux pays au monde qui vont le plus loin possible dans la pensée analytique sont les Russes et les Français. Dans une structuration sans doute linguistique particulière. Donc on a une pensée qui nous vient de la façon dont on s'exprime, de notre grammaire, de notre vocabulaire. Les Anglais ont un vocabulaire beaucoup plus fourni que les Français. En revanche, on a une façon d'exprimer, je dirais, de faire des périphrases qui sont parfois beaucoup plus percutantes que les Anglais. Donc on a Ça veut dire que la structure linguistique peut parfois aider à être plus efficace sur un certain nombre de processus de conceptualisation dans certains domaines. Oui, elle permet de voir un autre éclairage. Moi, je me souviendrai toujours d'un article que j'ai écrit avec un collègue japonais avec qui je m'entendais vraiment très bien, et on a décidé habituellement, moi j'écris toujours les articles toute seule, donc j'aime bien, mais là je lui dis on va l'écrire ensemble si tu veux bien, et lui il pensait avec son esprit, on parlait en anglais, donc c'était le troisième véhicule de l'histoire, mais l'anglais nous servait je dirais, de vecteur de compréhension de ce qu'on pensait chacun dans sa langue. Et lui, avec sa façon de penser japonaise, il pensait en circulaire, si je peux m'exprimer ainsi, et moi en linéaire avec mon esprit cartésien. C'était très rigolo parce qu'on arrivait au bout d'un moment à être d'accord sur le résultat. On était très contents, mais ne passant pas par le même chemin. Même ne passant pas par le même chemin. Ouais. Et ça a apporté c'est un souvenir qu'on a tous les deux très fort, et ça a apporté d'abord à notre conception de ce qu'on a fait, et de plus à l'article lui-même. Pour revenir à la question de la science et de la diplomatie, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux scientifiques sur le plan diplomatique? Alors, donc il y a cette base, je dirais, scientifique, de base, qui maintient les scientifiques entre eux, quoi qu'il arrive. Puis de l'autre côté, il faut que les politiques incitent à travailler avec certains pays sur certains sujets et avec d'autres pays sur d'autres sujets, par exemple. Et ça, c'est aussi de la diplomatie scientifique, c'est-à-dire qu'en fait, de donner des moyens si on fait une collaboration avec tel pays plutôt que tel autre. Ça, c'est un débat de géopolitique et de stratégie politique. Et il faut que les scientifiques jouent le jeu. Le critère, il est scientifique ou il est politique? Parce que, je vais prendre un exemple, on va décider de collaborer avec tel pays parce que ce pays est fort dans un domaine d'excellence donné, mais indépendamment de raisons politiques. Ou est-ce que c'est le contraire? Non, c'est très complexe parce qu'en fait, on travaille toujours, à la fois les politiques et les scientifiques, on travaille toujours dans le mode compétition-collaboration. On a besoin de compétition pour aller vite et pour en gagner et pour faire avancer les choses. On a besoin de collaboration parce qu'il nous faut une quantité de gens suffisante pour travailler sur un sujet. Donc on est dans ce mode-là, en politique aussi. Et donc, si par exemple, là en ce moment, c'est clair qu'il y a un mouvement fort des Chinois sur les réseaux numériques, le téléphone et toute l'histoire, et tout ce qui concerne les réseaux 5G, des choses comme ça. Et de l'autre côté, il y a les anglo-saxons, les Américains, et nous, on est un peu entre les deux. Et au fond, la compétition, je dirais, économique, elle existe aussi au niveau de la compétition scientifique. C'est-à-dire, de temps en temps, on a intérêt à se dire je vais travailler là-dessus avec un Américain et là-dessus avec un Chinois.
parce que comme ça, moi, je pourrais faire mon achat. Donc, en fait, c'est les mêmes, les mêmes mécanismes humains. Mais derrière ça, alors c'est un peu complexe, parce que et derrière ça, il y a le politique qui met son grain de sel. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, alors, il nous reste, je crois, combien? 5, 10 minutes? 10. 10. Alors maintenant, je vais peut-être revenir sur votre dernier ouvrage, la sardine et le diamant. La sardine et le diamant, qui est une réflexion sur l'ordre et le désordre. Oui. Alors c'est vrai qu'en plus, comme on est dans aujourd'hui une époque où on a du mal finalement à se projeter dans l'avenir, parce que les choses changent très vite. On voit bien que sur le plan politique, un certain nombre de structures politiques, par exemple, sont profondément déstabilisées par l'accélération de la mondialisation, par l'accélération des technologies, qui va d'ailleurs de pair parfois avec l'accélération de la mondialisation. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter finalement dans cet ouvrage sur l'ordre et le désordre, et pourquoi cette métaphore sur la sardine et le diamant? C'est le titre. Oui, alors, pourquoi? Oui, tout d'abord, ça s'appelle La sardine et le diamant, et puis il y a un sous-titre qui est de l'utilité de l'ordre et du désordre. C'est-à-dire qu'à la fois l'ordre est utile et le désordre est utile. Alors, la première des choses que je voulais montrer, c'est la chose suivante. D'abord, on voit l'ordre un peu partout. On dit pourquoi il y a l'ordre, pourquoi il n'y a pas d'ordre, pourquoi les oiseaux se mettent en ordre, pourquoi les sardines se mettent en ordre pour se déplacer dans les océans en millions de sardines, pourquoi le diamant sont des atomes absolument ordonnés, etc. Alors, quand vous démarrez très loin au moment, on ne sait pas si le Big Bang existe ou pas, mais en tout cas, juste après, quand on avait toute l'énergie qui était concentrée dans un tout petit volume qui a commencé à s'étendre, eh bien, les choses se sont mises en ordre. Contrairement au principe de la thermodynamique qui nous dit qu'on va toujours vers le désordre. Pourquoi elles se sont mises en ordre? À cause des interactions. C'est les interactions, quand vous mettez des atomes ensemble, l'interaction entre les atomes fait qu'ils vont s'organiser. Quand vous mettez des sardines ensemble, eh bien, le fait qu'elles gardent toujours la distance avec leurs plus proches voisins constante fait que les choses s'organisent. Donc, au fond, il y a une organisation, une auto-organisation qui vient des forces intrinsèques de votre système. Ça, c'est le premier point. En revanche, si vous prenez des livres qui n'ont aucune interaction entre eux, vous les mettez dans une bibliothèque, le voisin peut venir, les change, et puis jamais personne ne remettra, ça ne se remettra pas en ordre spontanément. Donc, on a de l'ordre qui se met, qui est comme ça. Alors ensuite, là, ce que j'ai voulu montrer, c'était que en essayant de faire un autre ordre, de pousser dans un autre ordre, on était obligé de mettre des contraintes, et que ces contraintes pouvaient soit nous apporter du positif, soit nous apporter des catastrophes. Et donc, parce que après le désordre se mettait en place, et que vous pouvez avoir du désordre stérile ou du désordre qui remettent les choses en ordre. Donc en fait, et c'est un peu ce qui se passe dans les sociétés. On essaye alors les relations humaines ne sont pas malheureusement aussi simples que des relations entre atomes ou entre poissons ou étourneaux, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez quand vous mettez des contraintes pour imposer à une société d'être en ordre, au bout d'un moment, vous êtes sûr que ça va conduire au désordre. Donc le désordre est nécessaire néanmoins pour conditionner une certaine forme d'ordre. Je dirais que la structure, c'est l'ordre, et le désordre, c'est le mouvement, c'est la vie. Donc il faut les deux. Ben oui. Il faut l'ordre et le désordre. Voilà. Vous n'avez pas répondu juste sur la question, la métaphore de la sardine et du diamant. Oui, parce que le diamant, c'est un ordre rigide, parfaitement bien déterminé, et la sardine, c'est une auto-organisation, c'est-à-dire c'est un ordre labile. Donc, il y a l'ordre du diamant et l'ordre de la sardine. Et les deux sont indispensables à la vie. Oui, donc si je comprends bien, il y a un ordre en mouvement et un ordre qui se structure quasiment a priori. Voilà. C'est ça.
Alors, j'ai une question. D'ailleurs, on arrive au terme de cet échange tout à fait passionnant. J'ai une question de nos internautes. Alors là, on revient sur la politique de recherche, les politiques publiques de recherche, mais dans le cadre européen, qui nous pose cette question. Quels sont les obstacles majeurs pour revitaliser l'espace européen de la recherche? Ah, ça c'est une bonne question. Vous connaissez très bien. Oui, mais je dirais que d'abord la science est internationale, la recherche est nationale. C'est les pays qui mettent de l'argent dans la recherche. La recherche européenne, elle est finalement, c'est une petite part des recherches nationales. Donc pour revitaliser la recherche, pour vitaliser, je dirais même la recherche européenne, il est indispensable de faire travailler les labos, les États, enfin les États, c'est pas tellement la peine, mais surtout les structures de recherche entre elles. Et moi, je verrais beaucoup plus une structuration des organisations de recherche, en réseau d'ailleurs, pour soutenir la recherche européenne. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que le financement de la recherche européenne est insuffisant? Alors, la recherche... D'abord, est-ce qu'il est bien priorisé? Non, alors, il y a une chose qui est très bonne dans l'Europe, faite par Bruxelles. Il y a deux choses qui sont très bonnes. Oui, le RC, parce que j'étais à l'origine. Alors, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne peux dire que du bien de l'ERC. Mais on était 5 dans le comité de... Peut-être rappeler pour nos auditeurs ce que c'est que l'ERC. L'ERC, c'est l'agence européenne par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'agence d'excellence de la recherche européenne qui finance des recherches. Et surtout, ce qu'on a fait... Oui, voilà. Et on a mis comment ça s'appelle, un conseil scientifique dont le nombre de membres était inférieur au nombre de pays. Comme ça, on était tranquille, on n'avait pas chacun qui défendait son pays. On défendait la recherche de manière générale. Ça c'est pour l'ERC. Alors, l'ERC, et deuxièmement, l'Europe a construit toutes les bourses Erasmus et tout ce qui est les échanges d'étudiants. Et ça, c'est fondamental pour construire je dirais une communauté de scientifiques européens, parce qu'au fond, la science se fait avec des hommes et des femmes, et que, eh bien, il y a des relations humaines, et que c'est dans les relations humaines que se construisent les tissus d'échange. Et donc, ces échanges de jeunes sont fondamentaux. Et ça, l'Europe a très bien fait là-dessus. Après, dans d'autres trucs, elle a mis une bureaucratie encore plus grande que dans nos pays. Alors bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. Mais je trouve que ces deux aspects-là d'Europe sont positifs. Et puis, on a les grands instruments européens. Oui, les grosses infrastructures. Les grosses infrastructures. Le CERN et d'autres. Catherine Bressignac, merci pour ce moment fort stimulant. Peut-être juste un dernier point, une dernière question, mais vraiment très court. Quelles sont pour vous les qualités essentielles pour aujourd'hui être un bon chercheur? La ténacité, la passion et la ténacité. D'accord. Ou la ténacité et la passion. Passion et patience aussi. La ténacité et la patience, c'est fort. Je dirais plus ténacité que patience. Patience, c'est un peu passif. On est patient, on attend. Non. Il faut être actif, il faut être passionné et actif et tenace. Merci en tout cas, on va terminer sur ces conseils pour faire un chercheur à tout terrain et à toute épreuve. Donc c'est la dernière conférence en ligne de notre année scolaire. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui est paru aux éditions du Cherche-Midi, La sardine et le diamant de l'utilité de l'ordre et des désordres, sous-titre qui a été publié en fin 2020, si ma mémoire est bonne. Et puis, j'en profite quand même pour faire un peu de pub pour la revue politique et parlementaire, le numéro que nous avons coproduit en partenariat donc avec l'HEIP, les hautes études internationales et politiques,
Nouveaux espaces publics, l'autre histoire de la démocratie, numéro qui a été coordonné par Diane Lebéguec avec tout un ensemble d'articles aussi passionnants les uns que les autres. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous et bonne porte ouverte, je crois maintenant. Merci. Voilà.